là pour présenter l'expérience de Decathlon par rapport à ces 3 mesures-là. Donc, les 3 étapes que nous avons identifiées pour réussir de booster la performance pour le climat, c'est pour se mesurer, pour s'engager, pour prioriser sur des actions de réduction, sur la valorisation de nos émissions et le pilotage. Finalement, c'est là l'étape que nous sommes aujourd'hui, le pilotage de l'animation de la performance. Donc, juste pour faire un tout petit peu un rappel sur le sens de Decathlon, c'est pour être utile aux gens et à la planète. Et notre mission, en fait, c'est de rendre durable le plaisir et les bénéfices de la pratique de sport accessible au plus grand nombre. Et c'est pour ça, en fait, que nous avons défini ces 3 étapes qui nous permettent, en fait, de faire avancer pour booster la performance pour le climat. Anne-Céline, je pense que tu peux passer à la prochaine slide et voilà, on va commencer avec le partage de l'expérience. Donc, notre empreinte chez Decathlon, ici, vous pouvez regarder. Et en fait, nous avons déjà commencé de mesurer notre impact. C'est en 2007, donc il y a longtemps maintenant. Mais à ce moment-là, en fait, c'était plutôt un bilan qui était créé par l'équipe développement durable. C'était plutôt une petite bulle. C'était juste pour se rendre compte. Et c'était très macro. Donc, nous avons utilisé beaucoup, en fait, des estimations. Nous avons utilisé que le scope 1 et 2. Donc, c'était sans l'impact de nos produits. Et déjà, c'était très bien pour se rendre compte là où on était. Mais on savait tout de suite, en fait, que ce n'était pas forcément exploitable. Parce qu'on ne savait pas, en fait, comment dire d'où sont le plus grands impacts chez Decathlon et comment prioriser nos actions. Donc, en 2012, nous avons pris le temps, donc ça fait 5 ans, que nous avons vraiment avancé là-dessus et nous avons commencé d'intégrer le scope 3, qui est l'impact de nos produits. Aujourd'hui, en 2021, nous avons 83% de nos produits qui sont évalués. Et en fait, c'est grâce à ce travail qui c'est un investissement de temps extrême et aussi d'avoir les bons outils pour le faire. Nous sommes capables de vraiment se rendre compte, non pas seulement en fait quelles sont nos émissions et d'où ça vient, mais en fait on peut aller très très fine pour dire ok, comment est-ce qu'on peut commencer de prioriser nos actions. Ce qu'on peut voir ici dans notre bilan, c'est que 83% de notre impact vient de nos produits. Et c'est très important, en fait, que nous avons fait cet exercice parce que parfois, quand on est assez fraîche à le sujet, on pense que peut-être c'est le transport, etc. C'est une des choses qui viennent tout de suite en tête. Il faut qu'on réduise le transport de nos produits, etc. Mais ce n'est pas que ça, en fait. Et donc, nous avons vraiment pris le temps pour aller encore plus loin. Si on passe à la prochaine slide, Anne-Céline, c'est un slide assez busy, on va dire. Il y a beaucoup de choses, mais c'est juste, en fait, je voulais prendre le temps pour vous expliquer assez rapidement, en fait, comment est-ce qu'on calcule surtout l'impact de nos produits, qui est le plus grand impact. Et en fait, le force, en fait, de Decathlon, c'est le fait que ça vient direct de notre business, de nos équipes de conception, qui fait un grand investissement dans les outils, de déjà assurer que nous avons tous les éléments sur la conception de produits et une équipe qui travaille, c'est chez nous, c'est dans l'équipe développement durable, qu'ils ont mis en place un outil de back-office qui s'appelle Glimpact. C'est un nouveau outil que nous sommes en train de déployer. Et en fait, c'est comme un type de calculateur, en fait, une calculatrice. Donc, en fait, il prend toutes les données, soit c'est les données que nous-mêmes, nous avons calculées, mais aussi selon l'ADEME, la Commission européenne unienne, etc. Et ça crée un type de base de données des emission factors. Donc, par exemple, pour les usines ou pour les matières premières. Et en fait, c'est grâce à ça et grâce à les informations que nous avons dans notre propre base de données, dans le design, que nous sommes capables de faire un type de croisée, un type de calculation, en disant combien de matières premières, quel est le process industriel par produit, et on peut multiplier en fait par ces emission factors.
Et en fait, c'est ça qui donne en fait la force parce qu'on est capable à faire produit par produit quel est nos impacts et quel est le plus grand impact par type de produit. Grâce à cette outil plutôt back-office, en fait, nous sommes aussi capables de connecter avec les autres outils en interne pour nous aider de faire avancer. Donc là, par exemple, nous avons mis notre outil d'analyse qui est SAP. Ce n'est pas un module spécifique dans SAP, hein. C'est un module analysis. Comme on analyse en fait les chiffres d'affaires, comme on analyse la marge, on est aussi capable maintenant d'aller chercher dans notre data lake les données de CO2 pour être capable d'analyser dans un mesure très fine d'où viennent nos impacts par type de produit, par type de classification, etc., pour être capable de commencer de prendre les bonnes décisions. Juste pour donner l'information aussi, c'est grâce à ces mesures que nous sommes aussi capables de communiquer plus largement, par exemple avec nos utilisateurs sportifs, avec les clients qui viennent en magasin ou online pour acheter nos produits. On trouve que c'est très important de rester responsable et de responsabiliser aussi nos bases de clientèle. Donc, on est capable aussi de créer le environmental labeling, les étiquetages qu'on peut mettre sur nos produits pour informer les clients de l'impact de chaque produit qu'ils vont acheter. Et ce qui est aussi possible grâce à ces outils d'analyse et de communication, d'analyser très finement quel type de actions nous avons besoin de mettre en place pour encore réduire l'impact de ces produits-là. Donc, Anne, si tu switches à la slide prochaine, c'est juste pour donner un exemple. Grâce à ces outils de mesure, ici, par exemple, je donnais le type d'analyse qu'on peut faire. Là, c'est juste le niveau de catégorie de produits. Mais c'est très intéressant pour une équipe financière, une équipe contrôle de gestion, parce que là, il faut commencer à dire, OK, bah, selon le 83% de notre impact CO2, c'est où? Et c'est où est-ce qu'on va commencer de prioriser nos impacts? Donc, par exemple, ici, si on regarde le niveau des catégories de produits, on peut regarder, OK, le pourcentage de chiffre d'affaires, quels sont les plus grands produits qu'on vend et quelles sont les émissions de CO2 qui sont liées. Et là, on peut commencer de faire le modèle pour dire, OK, bah, par exemple, ici, on peut voir que c'est l'équipement qui prend de 27% de notre chiffre d'affaires, mais 36% de nos émissions de CO2. Donc, on commence de prioriser nos actions selon ces analyses. Si tu peux switcher, Anseline, merci. Donc, OK, maintenant, chez Decathlon, nous avons ces mesures. La prochaine étape que nous avons identifiée, c'est maintenant, il faut s'engager sur la réduction. On est clair de où nous sommes, qu'est-ce qu'on a envie de faire et quel est le juste niveau de réduction qui est propre à Decathlon. Donc, nous avons pris la démarche à dire, bah, OK, il y a déjà en fait un grand mouvement et un grand travail fait par les gouvernements grâce à l'accord de Paris. On sait maintenant en fait combien d'émissions de CO2 mondiales nous avons besoin de réduire pour limiter l'augmentation de le réchauffement de les températures pour pas atteindre plus qu'à 1,5 degré plus haute au-dessus du niveau pré-industrialisé. Donc, ça nous donne une base, mais c'est une base mondiale. Et forcément, c'est chaque gouvernement, c'est chaque entreprise, c'est chaque citoyenne qui doit jouer le juste rôle pour assurer qu'on est tous bien alignés. Et en fait, il y a l'organisation qui s'appelle le Science Based Targets, avec qui nous avons travaillé, qui nous avons permis en fait de calculer quelle est notre juste et responsable position chez Decathlon pour réduire nos émissions. Et en fait, en travaillant avec eux, nous avons sorti un cible qui est de réduire nos émissions de CO2 en intensité par rapport à notre chiffre d'affaires de 53% en 2026. Donc, c'est une base de 2016. Donc, nous avons 10 ans pour réduire nos émissions par 53%. Nous avons aussi pris un engagement d'aller encore plus loin. Donc, on travaille avec le Net Zero Initiative et nous avons aussi un engagement
pour être sur le bonne voie pour être carbone neutral avant 2030. Donc, nous avons le mesure. On sait où nous sommes. Nous avons nos engagements. Maintenant, il faut passer à l'action. Et comme toute business person, comme toutes les équipes finance va dire, il faut qu'on priorise et donner un message très clair à nos équipes en local. Nous, on travaille dans le siège. Il faut que le message soit très clair de là où on voudrait prioriser nos ressources pour avoir le plus grand impact que possible. Donc, ici, on peut voir, en fait, c'est notre camembert qui explique comment et quelles actions qui sont les plus grandes priorités pour Decathlon pour atteindre notre cible. Et on peut voir ici, nous avons utilisé, en fait, la même approche que le bilan en regardant, OK, nos plus grands impacts, quelles sont les actions les plus réducteurs pour atteindre ces cibles-là. Donc, nous avons des actions en design et en production qui sont plutôt liées à la 83% de nos produits. Donc, on peut voir qu'il y a sur le 53, il y a 16 points pour le design actions, 11 points pour le production, il y a 14 points pour le retail. Et là-dessus, en fait, on a intégré la partie de le nouveau business model et de concentrer sur l'économie de l'usage. Quand je parle de l'économie de l'usage, c'est le repair, second-hand, location, etc., pour que les ressources naturelles qu'on utilise pour produire nos produits pour être utilisés le plus grand nombre de fois, qui utilisait aussi le même sens de Decathlon, notre même mission. Si on voudrait rendre le sport accessible à le plus grand monde, c'est pas juste de dire vendre le produit pour le moins cher que possible, pour le rendre accessible. C'est surtout pas ça. C'est comment rendre le sport accessible en réduisant l'impact sur nos capitales naturelles. Donc, ça nous donne une base. Maintenant, c'est clair pour nous chez Decathlon quels sont nos engagements, quelles sont nos actions de priority pour réduction et comment intégrer finalement par contre ça dans nos business models, dans nos plans économiques pour qu'on peut finalement passer à l'action et juste pas rester en fait avec cette cible que si ce n'est pas chiffré, si ce n'est pas acté, ça reste qu'un rêve. Donc en 2020, nous avons lancé un projet qui s'appelait Boost Decarbon. Et nous avons travaillé avec les externes, avec un cabinet de consulting qui s'appelle Estan & Co. Nous avons travaillé avec quelqu'un qui s'appelle Jean Berg, qui a beaucoup nous aidé en fait de déchiffrer en fait cette cible pour dire OK, quels sont les mécanismes économiques pour l'intégrer dans le modèle financier que nous avons déjà, comment chiffrer ces impacts pour qu'on puisse savoir concrètement combien est-ce que ça va coûter par rapport à le business as usual et quels sont les leviers économiques pour assurer qu'en fait, on peut atteindre notre niveau de ROCE et notre niveau de résultat net en intégrant ces éléments. Donc, je ne vais pas dire que c'est parfait. Nous avons fait le travail en 2020. Mais c'était très important en fait pour être capable de travailler avec nos équipes financières et avec les DRCOM, les DRFI, etc. pour qu'ils savent concrètement combien ça va coûter et est-ce que c'est faisable de le faire. Donc, si nous avons commencé ce travail, c'était plutôt au niveau macro. Le travail s'était terminé en 2020, mais en 2021, en fait, nous avons passé un stade encore plus fin et maintenant, nous sommes en train de faire le chiffrage économique remontant pour que chaque pays, chaque sport, chaque bureau de production puisse aussi calculer concrètement l'impact sur le terrain pour qu'on puisse aussi challenger ce niveau macro et assurer aussi que chacun en local, ils ont les propres ressources nécessaires pour faire ces actions. Je passe. Oui, n'hésitez pas à proposer vos questions dans le chat parce que je pense qu'il y aura dans le question-réponse et on va revenir juste après pour répondre à tout ça. Cathy, il y a une question qui est reprise par plusieurs personnes. Ouais. Les réductions en intensité carbone sont parfois critiquées
car elles ne sont pas alignées avec les besoins de réduction en valeur absolue. Comment Decathlon a répondu à ce point? S'il y a déjà une réponse officielle? En fait, le dimanche avec Science Based Targets, c'est exactement le réponse à ça, en fait. Parce que Science Based Targets, c'est eux qui donnent un tampon. Ils regardent combien, en fait, des émissions CO2 que nous avons besoin de réduire pour être alignés avec l'accord de Paris. Et en fait, là, en fait, on parle de CO2. Ce n'est pas forcément en intensité. Là, c'est le vrai niveau de CO2 que nous avons besoin de réduire. Après, notre indicateur, on l'utilise en fait en intensité. Mais il regarde quand même, est-ce que le niveau de croissance que nous allons atteindre, c'est compatible avec l'accord de Paris. Donc, il n'y a pas de mieux, en fait, de suivre l'approche de Science Based Targets pour répondre à ces questions-là. Si c'est Science Based Targets qui dit que c'est OK, là, on est plutôt confiante qu'on est dans les bonnes directions. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Eric, à prendre tout de suite? Alors, il y en a une qui peut être prise tout de suite. Quel est l'ordre de grandeur que représente un investissement dans ces outils de mesure et de pilotage? Et combien de temps ça prend? Je n'ai pas tout compris la question. Combien ça coûte les outils, tous ces outils de mesure que tu nous as exposés? Combien ça coûte en investissement? C'est une très bonne question et c'est une des choses qu'on a du mal parfois chez Decathlon, c'est aussi de savoir comment calculer combien que tout ça a coûté. Par exemple, chez nous, nous avons une équipe de 30 personnes dans notre équipe Sustainable Development, mais ce n'est pas que pour le mesure. Et nous avons aussi, en fait, on demande à chaque ingénieur produit, par exemple, de faire le travail pour saisir les éléments dans les outils qui va faire le mesure là-dessus. Si vous avez vraiment envie de savoir combien que nos outils coûtent, je peux sortir les chiffres, je peux demander, mais ça ne serait pas le coût global. Mais c'est quelque chose que je peux vous partager juste après. Et il ne faut pas mentir, il y a un investissement. Les outils ne sont pas super, super chers. Surtout au niveau de Decathlon, ce n'est pas quelque chose qui va tomber la boîte parce qu'on a investi là-dessus. Mais c'est surtout d'assurer que chacun dans l'entreprise il remonte les propres informations dans les outils pour qu'on est capable de faire, en fait, la consolidation et pas juste quelque chose de top-down. Je poursuis? Oui, c'est très bien. Donc là, j'ai touché très rapidement sur la façon dans laquelle nous avons valorisé l'impact, en fait, de nos actions de réduction chez Decathlon. Très macro, mais forcément, en fait, nous n'avons pas toutes les réponses. Nous n'avons pas toutes les réponses économiques parce que les projets ne sont pas tous encore déployés. Et c'est difficile d'avoir un chiffrage remontant quand, en fait, le projet n'est pas lancé, qu'ils n'ont pas leur propre budget identifié. Donc, parfois, en fait, dans les chiffrages macro, nous avons recours d'utiliser un prix de carbone. Un prix de carbone pour estimer si on sait combien d'émissions de CO2 que nous avons besoin de réduire par rapport à chaque projet. Au moins, on peut appliquer un prix de carbone pour dire, OK, on verra combien ça pourrait coûter, jusque nous n'avons pas fait le chiffrage détaillé. Et en fait, ça fait un petit moment que nous avons posé la question de le prix interne de carbone chez Decathlon. Donc, je voulais juste là expliquer rapidement comment nous avons appliqué, quel prix qu'on utilise chez Decathlon et partager un tout petit peu sur le benchmark que nous avons déjà fait pour nous aider. Donc, en fait, nous avons identifié 4 raisons pourquoi on voudrait travailler avec un prix de carbone chez Decathlon. Ce que c'est déjà un prix de carbone, c'est fictif. Il y a le prix qui existe dans le marché. Ça dépend de quel marché qu'on regarde. Et le marché, je vais dire, ce n'est pas si mature ni si réglementé comme le marché de bourse, comme le marché économique, on va dire. Donc, on n'a pas forcément juste pris le prix qu'on peut trouver dans le trading price pour appliquer. Donc, on avait besoin d'aller un peu plus loin.
Donc, les 4 raisons pourquoi nous avons besoin chez Decathlon, c'est déjà pour rendre les émissions de CO2 plus significatives pour les décideurs financiers. Moi, je suis un des plus coupables, en fait, quand nous avons regardé ces actions. OK, on sait combien de émissions de CO2 que nous avons besoin de réduire, mais ça ne me parle pas. Je ne sais pas si c'est beaucoup, je ne sais pas si les investissements que nous avons besoin de faire, est-ce que c'est le juste montant? Et en fait, comment commencer de faire le retour d'investissement sur le projet qu'on va mettre en place? Est-ce que ça coûte très cher, en fait, le projet ou pas? On n'était pas capable, en fait, de savoir. Donc, déjà, pour mettre un prix, même si c'est un prix fictif, ça nous permettre d'analyser et de faire le choix de différents projets parce qu'on peut rendre les émissions plus significatives quand on le transforme en dollars ou en euros. Ça nous aide aussi de se rendre compte de notre bilan. Là, je les ai montré, en fait, notre bilan de Decathlon, 9 millions de tonnes de CO2. Est-ce que c'est beaucoup? Est-ce que ce n'est pas beaucoup? En fait, dès qu'on met un prix, encore une fois, ça nous rend graphiquement et intellectuellement plus compréhensible pour le décidateur économique dans notre boîte. Ça nous aide aussi de préparer, en fait, le modèle économique. Là, encore une fois, j'ai montré, en fait, les actions prioritaires chez Decathlon, mais si on ne sait pas combien ça va coûter, on ne sait pas comment l'intégrer dans le modèle et dire est-ce que le modèle que nous avons mis en place aujourd'hui, c'est rentable dans la durée avec les actions que nous sommes obligés de mettre en place pour sécuriser notre planète. C'est notre propre responsabilité. Ça nous aide aussi de capitaliser aussi sur les actions et sur les opportunités qui existent sur le marché. J'avais déjà parlé de l'engagement qui est passionnant chez Decathlon pour aller vers la carbon neutrality. Mais nous avons besoin, en fait, des outils décisionnaires pour savoir est-ce que le projet qui sont multiples sur le marché, est-ce que c'est un bon deal ou pas? Est-ce que c'est trop cher? Est-ce que ce n'est pas trop cher? Et comment, en fait, prendre ces décisions. Donc, j'ai commencé en 2019 déjà de défricher un peu le sujet. Je ne savais rien de tout, je suis très humble. Je ne savais pas quel est le bon prix. Il y avait trop de prix qui étaient capables. Je commençais à faire le recherche sur Google d'abord et j'étais un peu perdue. Mais après un peu de temps, nous avons compris en fait qu'il y a 2 types de prix qu'on peut appliquer dans le business. Le premier, en fait, c'est un shadow price. Un shadow price, ça veut dire que c'est un prix théorique et c'est plutôt celui qu'on peut utiliser dans les décisions d'investissement, dans le return investment decision, pour dire, OK, combien de CO2 est-ce qu'on peut réduire avec chaque différente solution et comment rendre ça dans le calcul financier. Donc, on applique un prix carbone mais en fait, ça reste théorique. Il n'y a pas d'obligation de l'appliquer, c'est que pour prendre les bonnes décisions. L'autre type de prix de carbone que nous avons sur une entreprise, ça s'appelle un internal fee ou un internal tax. Je n'aime pas le mot tax, mais c'est un internal fee. Et là, en fait, ça rend les émissions CO2, c'est monétisé. Donc, c'est un vrai prix qu'on applique. Et en fait, c'est là qui peut nous permettre de créer le type de fund pour savoir comment investir. Donc, en fait, si tu passes à la prochaine slide, Anne-Céline. Ici, je vous explique rapidement comment nous avons appliqué chez Decathlon. Donc, déjà, les questions que tout le monde pose, c'est quel prix? Quel prix? Et vu que ce n'est pas encore réglementé, vu que le marché n'est pas très stable, on va dire. C'est un choix de chaque entreprise de mettre le propre prix. Et donc, le prix que nous avons appliqué chez Decathlon en 2021, c'est 50 € par tonne de CO2. Et nous avons mis en place un mécanisme pour l'augmenter chaque année. Donc, en 2026, ça va grandir, ça va augmenter jusqu'à 60 € le tonne. Ça, c'est le picture que nous avons aujourd'hui. Peut-être ça va augmenter. Je pense que c'est peut-être nécessaire pour l'augmenter, mais au moins nous avons posé les bases chez nous.
Donc, dans le timeline, on peut voir ici, en 2019, nous avons commencé juste à défricher le sujet, donc faire les études avec les consultants, regarder en fait ce qui existe déjà dans les autres entreprises, etc. Et nous avons décidé tout de suite de commencer le pilote. Parce que même pour moi, en fait, si ça reste que théorique, je ne sais pas comment l'appliquer. Donc, nous avons déjà commencé de dire, OK, bah, si nous avons déjà les actions identifiées, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc, par exemple, nous avons pris un prix un shadow price et nous avons commencé de l'impliquer dans quelques décisions en interne. Par exemple, nous avons travaillé avec l'équipe transport et en fait, ils ont intégré dans les appels d'offres. Donc, quand ils travaillent avec excusez-moi, les entreprises de transporteurs, déjà, ils le demandent, savoir combien de chaque solution de transport, combien ça pèse en CO2. Et nous avons expliqué que nous allons appliquer un prix de carbone pour regarder le total cost. Et c'était très intéressant comme approche parce que déjà, en fait, les transporteurs, ils ont dit, ah, on ne savait pas que vous vouliez déjà réduire vos émissions de CO2. On ne savait pas que c'était très important pour vous. Donc déjà, ils commençaient à proposer les autres moyens de transporter le produit. Par exemple, là, c'était entre les différents entrepôts. Et ils ont commencé de nous proposer en fait le transport à gaz naturel que jamais en fait ils ont proposé parce qu'ils ne savaient pas que c'était intéressant pour nous. Et en appliquant en fait le prix carbone de les différentes solutions, donc le diesel, le gaz naturel, on s'est rendu compte que s'il avait une vraie taxe externe qu'on avait besoin de payer, bah, ça serait presque pareil. C'est un tout petit peu plus cher pour le gaz naturel, mais quand même, les équipes de transport, ils ont décidé de prendre de bonnes décisions parce qu'ils savaient que c'était le bonne chose à faire et que financièrement, ça fait sens aussi. Nous avons aussi appliqué en fait un autre pilote dans les équipes de conception, donc dans la matière première. Et c'était pour aider aussi les décisions de le polyestre durable ou non durable. Aujourd'hui, ça coûte plus cher pour acheter le polyestre recyclé, par exemple. Et c'était compliqué pour les équipes parce qu'ils savaient qu'il faut le faire. On sait qu'on doit réduire nos émissions de CO2. On sait qu'une des plus grandes actions, c'est d'utiliser la matière première plus durable. Sauf quand ça coûte plus cher, bah, comment faire cet arbitrage? Donc, en fait, vu qu'on sache aujourd'hui le niveau de CO2 à la polyestre non durable, le polyestre vierge, et le polyestre recyclé, par exemple, on peut appliquer un prix carbone pour regarder en fait le total cost de les deux pour prendre les bonnes décisions là-dessus. Nous avons aussi en 2021, donc c'est grâce à le travail que nous avons fait sur le chiffrage avec Esdan & Co. Nous avons commencé de travailler sur le mécanisme pour créer un fonds de carbone pour financer les autres projets, les projets plutôt externes de Decathlon en CAPEX. Mais en fait, on a besoin de savoir comment construire ce fonds, quelle est le juste mesure de le fonds et combien d'argent est-ce qu'on a besoin de mettre dedans. Donc, en fait, nous avons calculé quel est notre impact émission de CO2 pour le carbon neutrality et en appliquant un prix de carbone, en fait, on calcule les émissions résiduelles après que nous avons piloté la réduction propre chez Decathlon. Et ça nous donne une émission résiduelle pour aller vers la carbon neutrality. Et si on applique un prix de carbone à ces émissions résiduelles, ça construit notre fonds. Donc, on peut voir là dans le petit diagramme, je trouve que c'est assez clair. On commence par réduisant nos propres émissions, c'est chiffré. On sait comment le faire aussi parce qu'on applique un prix de carbone pour faire les propres décisions. Et la deuxième étape, c'est de dire, OK, pour les émissions résiduelles, on crée le fonds, on utilise le prix de carbone qui peut nous permettre en fait d'investir sur le projet de CAPEX. Le prochain slide, en fait, on est souvent posé la question pourquoi 50 €? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas utiliser le prix dans le marché? Quand nous avons commencé, en fait, le prix dans le marché, c'était plutôt 30 €. Aujourd'hui, c'est plutôt 60 parce que ça a fortement augmenté aussi avec le prix de l'énergie, etc. Mais pourquoi? Et c'est une très bonne question.
Et vu qu'il n'y a pas un vrai prix décidé par le gouvernement, c'est un choix. Donc, nous avons commencé avec les benchmarks. Donc, j'ai juste envie de partager ça avec vous aujourd'hui. On peut voir dans le internal carbon fee. Donc, plusieurs entreprises, ils ont mis un prix qui est parfois différent aussi de le shadow price. Chez Decathlon, nous avons décidé de mettre le même prix pour les deux, à voir si on va continuer comme ça, mais c'est notre position aujourd'hui. Et le graphique qui est juste en bas, je trouve que ça c'est très utile aussi. Parfois, ça coupe en fait le débat en interne et en externe de pourquoi nous avons décidé ce prix-là. En fait, c'est le High Level Commission on Carbon Pricing. Ils sont beaucoup plus intelligents que moi. Ils ont passé beaucoup de temps pour déterminer en fait un type de barème avec une fourchette plus haute, une fourchette plus bas. Et je trouve ça très intéressant parce qu'on peut voir aussi que le prix du carbone, ça doit augmenter chaque année parce que forcément, quand le budget de CO2, ça va réduire, le CO2, ça devrait venir en fait un commodity rare. Et donc, forcément, ça va dire que chaque année, c'est de plus en plus cher. Donc là, en 2022, on peut voir que c'est l'axe horizontal. En 2021, ça devrait être entre 40 et 80 euros par tonne. Donc, les Decathlon ont décidé d'appliquer les 50. Voilà, c'est le prix de carbone. Je ne sais pas si on va poser les questions là, sur la valorisation et les prix, avant de passer à la production. Est-ce qu'il y a des questions, Eric, sur cette partie valorisation prix interne? Alors, pour l'instant, pas de questions sur cette partie-là. Soit c'est super clair, soit les gens sont encore en train de digérer tout ce que tu as dit pour pouvoir poser leurs questions. On a un bon temps de questions-réponses à la fin, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas eu le temps de la poser jusqu'à présent. En tout cas, il y a un commentaire disant que c'est passionnant et super clair. Tant mieux. Tant mieux. Alors, je propose qu'on passe à la troisième partie de l'expérience que j'ai envie de partager avec vous. Et pour moi, en tant que financière, c'est là, en fait, que je pense que c'est vraiment passionnant. Et là, c'est le pilotage et l'animation. Donc, comment ça arrivé chez Decathlon? En fait, suite à la présentation, en fait, en comité de le chiffrage de le plan économique, en fait, le travail que nous avons fait avec Aston & Co, nous avons présenté ça à notre CFO, avec notre CEO, etc., le patron de Decathlon, le président. Et forcément, ils étaient contents que maintenant, ils savent combien plus tôt ça va coûter, que c'était possible, que ce n'est pas juste un rêve, que nous avons les actions, qu'on est dans la bonne route pour le déploiement. Et en fait, j'étais challengée. On était challengés pour dire, OK, c'est très bien niveau macro, mais comment savoir qui sont les plus matures en termes d'opérationnel et comment les animer sur les qui. Parce qu'il y a une chose que nous avons décidé chez Decathlon, c'est que comme le profit, comme le ROCE, les engagements sur l'économique, c'est obligatoire. Les engagements sur la planète, c'est aussi obligatoire. Et c'est normal. Donc, comment en fait accompagner nos leaders et faire le snapshot de la performance actuelle et en fait faire le management pour que chaque mois, chaque trimestre, chaque année, la performance améliorée, non pas seulement pour l'économique, mais aussi pour la partie planète. Et en fait, j'ai adoré. Ils ont dit, dis-moi, donne-moi un outil pour manager sur le qui, manager sur le business unit. Et on n'avait pas de dessus. Donc, on a dit, OK, on va regarder comment ça s'est fait déjà dans les équipes finances et on va plutôt dupliquer le même système d'animation pour la planète. Et chez Decathlon, nous avons quelque chose qui s'appelle un projet Boost. Un Boost, c'est un accélérateur pour aller encore plus loin pour le people, la planète et le profit. Et ils ont commencé de déployer un scorecard. Et en fait, c'est grâce à ce scorecard que ça nous permettre en fait de savoir quel pilotage de la performance est-ce que chaque business unit, chaque leader, ils ont mis, de mettre en évidence en fait est-ce que le cible s'est atteint ou pas, et surtout de les accompagner.
moi, je ne veux pas être la police. Et je pense que le rôle de la financière et ceux qui animent la performance, ce n'est pas un rôle de la police, mais c'est surtout de se rendre compte et être capable que chaque leader il se rende compte de la position actuelle et les aider, en fait, et les accompagner, les expliquer les enjeux, comment faire, qu'ils ont de bonnes équipes pour le faire aussi, ils ont de bonnes ressources pour atteindre les objectifs. Et ça le rendre très, très factuel. Et c'est nécessaire d'être factuel. Et donc, nous avons pris, en fait, selon le cercle que nous avons déjà montré avec nos actions de réduction, nous avons sélectionné les KPI qui sont clés et nous avons l'intégré, en fait, dans ce scorecard. Donc, un scorecard, nous avons 3 types. Il y a ce pour le retail, pour la production et pour la conception de produits. Et ça fait sens pour nous parce que ça, c'est déjà en fait l'animation économique que nous avons aujourd'hui. Donc, on a juste dupliqué en fait le même processus. Les KPI que nous avons intégrés dans ce scorecard, pour le retail, c'est le pourcentage de, on s'appelle ça, c'est une terminologie interne, ça s'appelle le chiffre d'affaires durable. Mais en fait, c'est l'économie de l'usage. Donc, c'est quel pourcentage de produits et de chiffre d'affaires, excusez-moi, quel pourcentage de chiffre d'affaires vient de produits réparés, de Second Life, buyback quand les clients ne veulent pas, quand ils ont essayé online, quand ils rentrent ça chez Decathlon, on veut dire de revendre, combien de chiffre d'affaires est-ce que ça représente, les locations, etc. Pour qu'en fait, on peut poser les cibleurs au niveau United qui sont obligatoires et que chacun, ils ont leur propre cibleur remontant. Après, nous avons aussi intégré le KPI, qui est le pourcentage du chiffre d'affaires généré avec les produits éco-conçus. Et finalement, nous avons aussi le KPI, qui est l'intensité de réduction de CO2 pour couvrir en fait toutes les autres actions qu'ils peuvent faire en magasin, comme acheter en fait l'énergie renouvelable, travailler sur les déchets, etc., travail sur le déplacement des clients et déplacement de collaborateurs. Tout ça, c'est pris en fait dans cet élément-là. Dans la production, nous avons vu que c'est une grande partie en fait de notre bilan et aussi de notre engagement, c'est de travailler avec nos fournisseurs. Nous avons quelques usines chez Decathlon, mais la plus grande partie, c'est avec les partenaires et avec les fournisseurs externes de chez nous. Mais c'est notre responsabilité parce que c'est nous qui déterminons le prix et la façon dans laquelle ils produisent nos produits. Donc, c'est notre responsabilité d'assurer que là aussi, c'est décarboné. Donc, le KPI que nous avons mis en place, c'est le pourcentage d'énergie renouvelable. Donc, combien d'énergie vient de l'énergie plus durable pour l'avenir. Le pourcentage des énergies qui proviennent du charbon. On sait qu'on doit se transformer, on ne peut plus en fait utiliser le fossil fuels. Donc, combien des émissions de CO2, combien d'énergie viennent du charbon. Nous avons aussi un parti en fait de notre SBT, notre Science Based Target Engagement, c'est d'assurer que nos fournisseurs, eux aussi, ils ont déterminé leur propre cible pour réduire les émissions. Donc, c'est le pourcentage de nos fournisseurs qui ont aussi fixé le target SBT et on les accompagne aussi. Nous avons une équipe qui les accompagne pour le faire. Et aussi, le quatrième, c'est la réduction de CO2 pour qu'on peut aussi mesurer le ICI2. Concrètement, est-ce que tout ça, ça a un impact sur le CO2? Et sur les équipes sport, les équipes de conception, il y a 2 KPI. Il y a un qui est lié à la réduction de CO2 plus globale et un KPI qui est plus instrumental, qui est le pourcentage de chiffre d'affaires vendu par sport. Donc, c'est le même KPI qu'on trouve en retail. Mais en retail, c'est plutôt chaque pays, combien qu'eux, ils vendent, parce qu'ils ont la responsabilité de mise en œuvre et de faire la promotion pour promouvoir en fait, ces produits. Et c'est la responsabilité en conception de rendre ces produits disponibles dans l'offre. Si on passe à la slide suivante, oui, tu peux cliquer pour créer, ils sont tous déroulés, j'aime pas trop les animations. Donc, en fait, c'est juste une mise en forme en fait, de notre scorecard. C'est concrètement ce qu'on partage. Ici, c'est que la partie planète, mais il y a aussi des autres pages. Ils sont 3 pages, un pour le profit, un pour le people.
Celui, c'est pour le CO2. Quand on parle planète, c'est vraiment en fait pour le climat. Et on peut voir en fait que c'est très factuel. Il y a un parti pour le retail, un parti pour le prod. C'est juste parce qu'en fait, c'est notre système d'animation. Si dans un pays, par exemple, je vais juste donner un exemple, le Taïwan, eux, ils ont une activité de retail et une activité de production. Donc, le patron est responsable pour les deux, donc ils ont le scorecard pour les deux. Et nous avons déterminé en fait 4 mesures qui vont donner un global impact ou un global scoring. Et les 4 critères que nous avons mis en place, c'est déjà, le premier, c'est la reliability de la mesure, la fiabilité. Dans la comptabilité économique, on ne se pose même pas la question. On a besoin, en fait, de bien être certain de combien est la mesure économique parce qu'on a besoin de payer les impôts. Il y a tous les audits derrière, etc. Nous avons toutes les bonnes équipes et les bons outils pour le faire. Ce n'était pas forcément le cas en local pour les équipes, surtout les petites équipes. Donc, en fait, si on va avoir une consolidation remontée, il faut que nous avons une vraie fiabilité de ces données-là. Donc, ça, c'est la première mesure. Le deuxième, c'est est-ce que le trajectoire dans le pilotage de leurs actions de réduction, est-ce qu'ils sont alignés avec ceux de l'United? Donc, nous avons vu le moins 53% de réduction avec le point sur chaque action. Est-ce qu'en local, ils ont bien pris la même exigence, ou tant mieux si c'est mieux que le niveau United, et ils ont un système de scoring pour savoir est-ce qu'ils sont bien alignés avec United ou pas. Le troisième, et c'est fondamental, c'est savoir est-ce qu'ils ont mis en place un plan d'action qui chiffrait aussi pour déterminer quelles ressources ils ont besoin pour atteindre ces objectifs. Sinon, en fait, une trajectoire, un pilote, ça reste fictif. C'est qu'est-ce qu'on va faire pour le futur. Mais s'il n'y a pas un plan définitif pour le faire avec les ressources dédiées, les ressources humaines, les ressources économiques, ça reste un rêve. Et on sait que ça ne sera pas atteint. Et le dernier, très, très, très factuel, et c'est très important, c'est une notion qu'on parle souvent chez Decathlon, c'est je dis, je fais. Je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça. C'est je dis, je fais. I say, I do. C'est l'obligatoire, l'obligation sur la performance. On regarde là où ils sont aujourd'hui et est-ce qu'en fait c'est bien aligné avec la performance de l'année, remonter chaque pays pour regarder ça de la macro. On peut voir juste côté aussi le système d'évaluation. C'est très puissant en fait parce que nous avons dit, OK, si vous êtes selon ces quatre critères, quand on fait la mesure, donc là on peut dire pour cet exemple-là, ils ont 71 sur la reliability, 50 sur la trajectoire, 100% sur la maturity et 50 sur la ICI2. Ça donne un scoring total pour le retail à 68%. 68%, est-ce que c'est bon ou pas? Donc le système d'évaluation, s'ils ont entre 75 et 100, ils sont en target. C'est pas parfait, mais ils sont sur la bonne route pour atteindre les objectifs. Mais on peut voir aussi entre 0 et 30, ça veut dire qu'ils sont out of track. Et là, c'est très critique en fait qu'ils augmentent leur performance. Et le deux entre les deux, soit c'est du stress, soit ils sont en zone improve. Et nous sommes en train en fait de déployer un système d'animation qu'on utilise en fait ce système d'évaluation pour prioriser ceux qui ont le plus grand impact et ceux qui sont out of track au stress, parce que c'est vraiment là que nous avons besoin de booster et accélérer la performance pour être alignés à niveau United avec nos engagements. Ce qui est très puissant, je n'ai pas le slide pour montrer, mais en fait, chaque Leaders Week, en fait, nous avons un Leaders Week trimestriel où on se regroupe tous les leaders de sport et process, tous les leaders de production, tous les leaders retail. Et en fait, on affiche la photo. Et en fait, nous avons un système selon le on-target, improve stress, out of track, et on met les noms de chaque patron et chaque business unit là où ils sont. Et forcément, en fait, chez Decathlon, on aime bien gagner. Hein. Nous sommes les sportifs. Donc, ils n'aiment pas, en fait, quand ils sont out of track. Et c'est normal qu'ils n'aiment pas. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas si matures. Mais encore une fois, ce n'est pas un jugement. Mais en fait, ça crée un système de jeu, un challenge pour dire, OK, moi, je veux être mieux que
mon ami là dans le pays à côté de moi. Donc, en fait, je vais assurer que j'ai mis en place mes plans d'action, que j'ai le mesure fiable pour sortir de la out of track jusqu'à le stress, jusqu'à improve. Et finalement, si nous sommes tous en target, on est plus sûr qu'on va atteindre nos objectifs et nos engagements pour la planète. Donc voilà, c'est plutôt là où nous sommes aujourd'hui chez Decathlon. Encore une fois, je pense que c'est un système assez clair pour nous, en fait, le financier. Si on parle de la mesure, c'est fondamental. Si nous n'avons pas la mesure, on ne sait pas comment valoriser. Après que c'est valorisé, il faut mettre en place, en fait, ces systèmes de pilotage et de l'animation pour que ça ne reste pas un rêve ou que quelque chose de fictif qu'on parle en comité, mais que ça descende le plus bas niveau. Je ne vais pas dire qu'on est parfait chez Decathlon, c'est un continuous improvement. Chaque scorecard, ça améliorerait. Chaque exercice de valorisation, on se rend compte que nous avons besoin d'aller encore plus loin. Mais c'est notre démarche et je pense que ça commence de porter des fruits. Donc, au plaisir. Peut-être 2 questions Oui. avant de continuer. La notion de chiffre d'affaires durable, est-ce qu'elle est alignée sur le cadre de l'Union européenne de la taxonomie? C'est une très bonne question. C'est quelque chose que nous sommes en train de faire. En fait. Nous sommes en train de recruter quelqu'un parce que dans notre équipe, je dis que nous sommes 30 personnes, mais en fait, nous sommes 3 qui travaillent pour le parti finance. Et c'est que à partir de cette année que nous sommes 3. Avant, c'était que moi. Et en fait, forcément, on a besoin de plus de ressources pour assurer que ce que nous sommes en train de mettre en place en local, ça correspond de ce qui existe aussi dans le réglementaire pour que, voilà, on est clair de ce qu'on anime. C'est la même chose dans le DPRF, etc., dans le taxonomie. Donc, il n'y avait pas forcément une définition très claire quand nous avons décidé d'avancer. Et je pense que c'est une des choses qu'on sait qu'on fait chez Decathlon, c'est de prendre un risque. Donc, nous avons défini ce qu'est pour nous chiffre d'affaires durable. Et là, nous sommes en train de réaligner pour assurer que ça matche avec la taxonomie. Et nous sommes aussi assez proches à le comité, l'European Commission. Nous avons des gens qui travaillent avec eux. Donc, on ne veut pas non plus subir, en fait, une définition qui est remontant par le gouvernement. Donc, on travaille aussi pour assurer que ça corresponde à le vrai train de jeu de Decathlon et pour les autres entreprises. Donc, c'est encore. Ça marche. Et deuxième question, pourquoi ne pas indexer le prix interne du carbone sur celui du marché du CO2? C'est une bonne question, mais en fait, je ne suis pas un expert non plus. Hein. Donc, en fait, quand je commençais à défricher le sujet en 2019, je me dis, OK, bah, il y a tellement de prix. Il y a un prix européen, il y a un prix international. Quel est le bon prix? Pourquoi, en fait, dans les autres entreprises, ils n'ont pas non plus, en fait, indexé ça sur le marché? Et donc, je fais aussi un appel à quelques banquiers. J'avais parlé avec Goldman Sachs, par exemple. Je parlais avec quelques cabinets pour dire, bah, pourquoi on ne fait pas juste comme ça? C'est un index, le marché, ça existe. Mais en fait, le marché, sans rentrer trop en détail, en fait, il y a les free incentives qui sont donnés par le gouvernement aussi, parfois. Et en fait, ce n'est pas 100% sûr que le prix qui est dans le marché, c'est le bon prix, on va dire comme ça. En fait, si le gouvernement donne les capitales, les carbon credits, qui ne sont pas forcément 100% liés à la réduction de CO2 des entreprises, ça peut aussi avoir une influence sur le prix du marché. Donc, il y avait un très bon article que j'ai lu l'autre jour qui était en train de dire quel est le niveau de subsides qui sont donnés par les gouvernements, qui a une forte influence en fait sur le prix de carbone sur le marché. Et c'était juste énorme en fait. Je crois qu'ils ont dit qu'il y a un subside de 11 millions d'euros par jour pour faire des subsides de fossil fuels. Et en fait, ce n'est pas du tout au service de réduction de CO2. Donc, en fait, ce n'est pas aligné avec le cours de Paris. Donc, moi, ça
ça ne me fait pas grand-chose, en fait, d'aligner avec ce marché, juste que ce n'est pas régulé et au service de le corps. Ça marche. Il y a Dominique Raman qui a levé la main pour Et du coup, poser. juste, Eric, peut-être on reprend les questions-réponses après? Alors, on laisse Dominique poser la question. Yes. On passe les autres questions-réponses viendront après. Ouais, ok. Je voulais apporter un élément de clarification sur le marché carbone. Dans une vie précédente, j'avais mis ça en place. J'étais dans l'industrie à l'époque. Et c'est pas du tout un marché au sens marché de capitaux comme on peut le connaître sur les actions, les obligations. En fait, c'est pas une taxe, mais c'est un levier de régulation par les gouvernements de leur politique de transition climat. Donc, ça peut pas être un point de référence dans une logique de performance économique, comme Cathy a pu nous la présenter. Il faut vraiment intégrer ça comme un équivalent de taxe. C'est un outil différent, mais c'est le même objet. Merci, Dominique. Merci Dominique. Alors du coup, ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être, on va avoir un petit temps de rebond par deux personnes. On va avoir Stéphanie et Bénédicte qui vont rebondir sur comment ça se passe dans leurs entreprises. Et puis après, vous pourrez aussi vous rebondir alors, avec vos questions par rapport à la présentation de Cathy et aussi sur comment ça se passe dans vos entreprises. Je remets la petite présentation en partage. Voilà. Du coup, les questions qu'on avait envie de vous proposer là, c'était et nous, dans notre entreprise, où est-ce qu'on en est sur ce sujet? Alors, Stéphanie et Bénédicte ont accepté de nous partager où ça en est aujourd'hui. Je ne sais pas laquelle des deux aurait envie de démarrer sur comment vous mesurez, vous valorisez le carbone dans votre entreprise aujourd'hui. Là, Katie nous a montré que c'est fait de manière très précise et fine chez Decathlon. Et vous, dans votre entreprise, à quelle granularité vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que ça vous inspire que vous aimeriez mettre en place dans votre entreprise? Et puis, qui chez vous adresse ces sujets? Et donc ça, c'est des questions que chacun autour de la table peut se poser et on vous invite aussi à rebondir après sur ce sujet-là. Stéphanie, tu veux démarrer? Oui, je veux bien démarrer parce que justement, on en est au démarrage en fait. Et quand j'entends tout ce qui a été mis en place chez Decathlon au travers du retour d'expérience de Cathy, je me dis que, un, on a bien fait de le faire, et deux, pour moi, ce que j'y vois, c'est une formidable opportunité, en tout cas d'avoir une lecture globale de notre modèle économique et notre modèle d'affaires. Parce que initier cette démarche veut dire aller regarder tous les flux à tous les niveaux. Bien évidemment, on faisait d'abord scope 1 et 2 puisque c'est l'audit réglementaire, mais quand on regarde la réponse de Decathlon, c'est plus de 80% sur les produits. On s'est dit qu'on ne mesurait pas la totalité de ce qu'on devait mesurer. Donc, on est en plein dans la démarche. Cette démarche, elle nous a permis d'embarquer aussi tout le monde et de faire avancer le sujet de prise de conscience de ces nouveaux enjeux environnementaux. Et en fait, comment on s'y est pris? En fait, on a constitué un groupe projet, puisque chez Cultura, on a décidé réellement de dédier une mission à part entière depuis plus d'1 an. Et donc, pour moi, c'était logique de démarrer par mesurer notre empreinte carbone avant d'écrire une quelconque stratégie de baisse, parce que sinon, c'était vraiment se faire plaisir. Donc, on avait réellement besoin d'abord de mesurer où on en était pour connaître la hauteur de la marche à descendre d'abord. Et en faisant cette démarche-là, on ne l'a pas fait tout seul, on se fait accompagner par un prestataire. Et en fait, on a constitué un groupe projet avec beaucoup en tout cas les représentants de chacune des directions ou des périmètres représentés, parce que quand on fait la mesure d'une empreinte carbone, on doit aller récolter des datas à tous les niveaux, que ce soit le niveau combustion, électricité, achat, fin de vie des produits, transport amont, aval, déchets, vous connaissez le truc. Et on s'est dit, du coup, on doit vraiment constituer une task force et d'aller regarder partout. Et surtout, on a impliqué aussi l'équipe chez nous de direction qui s'appelle l'équipe Inspiration. Les formants, on a formé l'équipe Inspiration plus tous les leaders de Cultura à la fresque du climat pour bien comprendre les enjeux
enfin les liens de cause à effet et les enjeux qu'on devait adresser. Et ensuite, on a également passé du temps avec l'équipe Inspiration, donc les décideurs de l'entreprise, à comprendre qu'est-ce que ça veut dire mesurer une empreinte carbone pour une entreprise de retail comme la nôtre. Et ensuite, ça veut dire que ça va venir toucher notre modèle, à quel niveau, de quelle façon, et qu'on doit se mettre ensemble à travailler sur une écriture de baisse des émissions de CO2 qui forcément vont nous impacter à un endroit ou à un autre. Donc voilà, donc là on aura nous le résultat de l'empreinte en novembre. Et j'ai envie de dire que finalement la plus grosse difficulté, mais je pense comme beaucoup d'entreprises, c'est la récolte des datas, la robustesse des données. Et surtout, ça a permis de mettre à jour finalement une opportunité de se dire, bon, on a besoin des datas, puisqu'en fait, on ne regardait pas cette façon de faire. Enfin, on a des datas, on en a hein, comme tout le monde, mais voilà, qui n'étaient pas forcément axés sur certains items. Donc, ça fait naître le besoin de créer aussi un projet qui va nous permettre d'automatiser, de structurer les datas nécessaires, parce que l'empreinte, c'est bien, c'est une photo à un instant T. C'est bien de la suivre régulièrement pour voir justement si nos actions sont validées ou pas dans la baisse. Donc voilà, où est-ce qu'on en est? Nous, on en est au tout démarrage. On a prévu de continuer à se faire accompagner pour justement s'inscrire dans une démarche de SBTI pour que ce soit vraiment validé et solide. Mais on a embarqué l'équipe Inspiration. Alors, est-ce que chez nous, ces sujets sont adressés que par l'équipe RSE? Non, parce qu'en fait, ça touche toute l'entreprise et c'est porté notamment à tous les niveaux. On a quelqu'un, Charlotte, qui a travaillé aussi beaucoup sur ces sujets, qui fait partie de la DAF et du CDG. Et on a notre DAF et notre directrice de la performance qui sont connectés maintenant, comme quoi le sujet est aussi d'importance pour eux. Voilà. Notre retour d'expérience. Merci beaucoup Stéphanie. Merci. Et toi Bénédicte, comment ça se passe chez vous? Est-ce que Bénédicte est toujours là? Ouais. Bénédicte, tu as peut-être ton micro coupé. Bénédicte, ton micro est coupé. En effet. Ah, voilà. Oui, alors je disais, d'abord, merci vraiment à Katie et à Decathlon de cette présentation, parce que je trouve que c'est à la fois très inspirant, enthousiasmant, et surtout, je pense que ça nous trace vraiment la voie, même si toutes nos entreprises sont de tailles différentes, et puis on n'a pas des équipes de 30 personnes en développement durable. Je pense que là, tous les sujets qui ont été présentés sont vraiment les sujets sur lesquels on va tous être amenés à se mettre en route d'une manière ou d'une autre si on ne l'est pas déjà si ce n'est pas déjà le cas. Donc vraiment, parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup à prendre dans ce qui nous a été présenté. Alors, concernant Mobivia, la particularité de Mobivia, c'est qu'on est un écosystème d'entreprises. Mobivia, c'est une trentaine d'entreprises avec des modèles très, très différents. Le point commun, c'est qu'on est tous au service d'une même raison d'être, qui est Opening Sustainable Mobility to All. Donc, c'est vraiment rendre accessible cette mobilité durable à tous. Et donc, derrière cette raison d'être, évidemment, ça nous ouvre la voie, ça nous a ouvert la voie pour structurer notre stratégie de développement durable avec deux grands axes qui sont la mobilité durable, accessible à tous, et derrière le durable. En fait, on a structuré tout ça avec deux grands totems qui tournent vraiment autour de, évidemment, la décarbonation de la mobilité, puisqu'en fait, on a d'une part la réduction de notre empreinte carbone, donc qui est vraiment dans nos KPI planète, on a cette réduction de l'empreinte et avec un objectif à moins 30% à 2025, sachant que notre année de référence est 2019-2020. Et le deuxième totem, c'est ce fameux chiffre d'affaires qu'on appelait pour le moment chiffre d'affaires durable, mais qu'on a changé de dénomination parce que justement, comme il y a ce cadre, la taxonomie, et qu'on n'est pas totalement aligné sur la définition, c'est pour ça que je posais la question, parce que c'est un vrai sujet. Et nous, Price, qui nous accompagne, nous a alerté sur le fait de ne pas utiliser cette dénomination
si toutefois, en fait, on n'est pas totalement sur le cadre. Donc, comme Decathlon, en fait, on avait un petit peu anticipé cette notion de chiffre d'affaires durable en se disant qu'on voulait y embarquer tous les produits et services qui permettent de générer un impact positif. Du coup, on n'est pas tout à fait calé sur la taxonomie. Donc voilà. Donc, en fait, on a ces 2 totems. Et à partir de cela, on l'a vraiment structuré depuis, on va dire, 18 mois. Donc, on n'en est pas totalement au démarrage, mais on a commencé à structurer toute la méthodologie au sein de l'écosystème Mobilia pour faire en sorte qu'on ait quelque chose de harmonieux et d'homogène. Parce que, en fait, les premiers bilans carbone au sein de Mobilia, on les a lancés en 2005 chez Noroto. Alors, un peu comme ce que disait Katie, au début, on était scope 1, scope 2. Progressivement, on a quand même évolué vers un scope 3, vers 2007-2008. Mais ensuite, l'entreprise s'est développée. On n'avait pas forcément des bilans carbone sur tout le périmètre. On a des entreprises, par exemple, on a toute une série de startups dans l'écosystème Mobilia qui n'avaient pas fait l'exercice. On a des entreprises plus importantes comme Carter Cash, par exemple, là aussi, qui n'avaient pas de bilan carbone récemment. Donc, en fait, on a profité d'avoir tout vraiment restructuré au niveau du développement durable pour se dire on prend une méthodologie qui est la même pour tout le monde. On a un prestataire maintenant qui est le même, qui est le cabinet Esper. Et en fait, on s'est également, on a tout structuré sur la méthodologie Net Zero Initiative, parce que peut-être que la particularité qu'on a dans nos métiers, c'est qu'en fait, on génère beaucoup d'évitements. Et là, on a récupéré, en fait, comme on est en exercice décalé, 1er octobre, 30 septembre, là, on vient de terminer les bilans carbone pour l'exercice. Et en fait, on s'est rendu compte que c'est la première fois qu'en fait, on mesure dans les bilans carbone, qu'on mesure le niveau d'évitement de nos produits et nos services. Donc, pour le moment, c'est vrai qu'on avait une approche un peu globale, un peu macro. Et donc, cette année, on a vraiment décidé de descendre en finesse. Le but, c'est vraiment d'aller un petit peu sur la même démarche que ce qu'a présenté Katie en descendant très rapidement en granularité pour aller, je l'espère, le plus vite possible aux produits. Parce qu'on voit bien que, en fait, l'impact carbone de nos produits, c'est aussi de l'ordre de 70%. Donc, c'est énorme. Et donc, si on veut vraiment aller vers du pilotage et faire en sorte que chaque leader, chaque équipe s'approprie le sujet, soit évalué sur ses performances de réduction carbone, il faut en effet qu'on descende fortement en granularité. Donc, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par les principaux, en gros, les 10 produits, notamment dans notre activité la plus importante, qui est ce qu'on appelle driver service, c'est toute l'activité de réparation, entretien automobile. Donc, on a commencé par identifier les 10 produits qui sont les plus impactants pour pouvoir ensuite vraiment piloter cela. Et comme je le disais, l'axe évitement, en fait, est vraiment important parce que pour vous donner une idée, dans le bilan qu'on vient de sortir, on est de l'ordre de 1 million de tonnes de CO2 émises sur le périmètre Mobilia. Et en commençant à évaluer le niveau d'évitement de certains produits et de services, alors l'évitement, c'est, voilà, par exemple, quand vous faites une révision qui s'appelle éco-performance chez Noroto, ça va vous permettre de réduire l'impact. Donc, pour chaque client, ça permet de réduire l'impact entre 5 et 10% d'émissions. Donc ça, on va le valoriser parce que dans la méthode NZI, finalement, pour aller vers la neutralité, finalement, il faut vraiment agir sur les 3 piliers. Donc, le pilier, évidemment, d'impact direct, le niveau d'évitement qu'on permet à nos clients. Et puis ensuite, le 3e pilier, c'est celui qu'a évoqué Katie avec tout ce qui est séquestration, etc. Et nous, ce qui est apparu très, très clairement dans cette édition 2020-2021, c'est qu'en fait, on a un énorme levier au niveau de l'évitement. Et d'autant plus important que quand on va commencer, et c'est ce qu'on commence à faire, à développer beaucoup tout ce qui est produits de réemploi, un peu comme je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont sur ces sujets-là, on voit que quand on va commercialiser des pneus de réemploi, des batteries régénérées, des pièces d'échange standard, etc., finalement, on génère des niveaux d'évitement potentiellement très importants pour nos clients. Et j'allais dire que la particularité également,
qu'on a chez Mobivia, c'est que à la base, on est sur l'automobile, hein, c'est notre métier historique, mais on est en train de bifurquer et transformer nos métiers. Et là, il y a des gros enjeux de transformation et d'évolution de nos business vers la mobilité plus durable, parce qu'il faut savoir qu'un véhicule électrique, aujourd'hui, c'est de l'ordre de 50 à 70% d'entretien automobile en moins. Donc, il y a des enjeux très importants sur la pérennité de nos métiers. Et donc, par exemple, le vélo, ça fait partie des sujets sur lesquels on investit pas mal. Et c'est vraiment le vélo, non pas le vélo dans sa version sportive, mais le vélo voilà, pour aller bosser, le vélo en libre service. Vous le savez, je pense, on est opérateur de Vélib à Paris. Et il y a des tas d'études qui montrent qu'en effet, quand on vend des vélos ou quand on propose des vélos, le niveau d'évitement pour la mobilité est très important. Donc tout ça, on va le valoriser et c'est un levier extrêmement important dans le pilotage de cette trajectoire durable. Et j'allais dire que le troisième pilier, qui est celui de la séquestration, il apparaît que pour le moment, évidemment, on y viendra, mais en fait, nos deux priorités, c'est vraiment les piliers A et B de la méthode NZI. Donc voilà. Et donc, progressivement, comme je disais, on descend en granularité. Donc maintenant, chaque BU a son bilan carbone. On a fait la même chose sur ce qu'on appelle les accélérateurs chez nous, c'est des services donc transverses. Donc sur l'offre, je parlais des produits, mais on a fait aussi toute la mesure sur la supply. On va le faire plus en profondeur sur le numérique. Ça, pour l'instant, on n'est pas trop descendu en finesse sur le numérique, mais on va le faire, en sachant qu'a priori, le numérique sur l'empreinte globale représente relativement peu, puisque vraiment, comme je disais, les deux gros postes, c'est vraiment le produit, c'est les déplacements clients. On en parlait hier avec Anne-Céline, c'est vrai qu'on a un niveau alors on est plutôt entre 15 et 20% en fait, sur la part de déplacement client, quand au niveau du retail, a priori, c'est plutôt de 10-11%. Donc là, il faut qu'on regarde aussi s'il y a des choses à faire. Et donc voilà. Donc on est en route, on a encore du chemin à faire. Pour la première fois, on a commencé à évoquer le prix du carbone. On a monté un comité développement durable qui est en lien avec le conseil d'administration et donc qui est présidé par Fabien, notre président. Et donc, pour la première fois, lors du comité qui a eu lieu la semaine dernière, on a commencé à évoquer l'intégration d'un prix carbone pour en effet, à la fois, comme le disait Katie, anticiper d'éventuelles taxes carbone et puis commencer à être plus juste et plus réaliste sur nos modèles. Et je pense que ça peut nous permettre aussi d'accélérer la transformation. Donc, pour terminer, peut-être puisqu'il y avait une question sur la coopération entre des développements durables et services financiers, sur tous ces sujets, en fait, on se rend compte qu'on est amené vraiment et qu'il y a vraiment besoin de travailler de plus en plus ensemble. Donc nous, au niveau de Mobivia, alors c'est simple, on n'est pas 30. Pour l'instant, on est 2. Plus ensuite, évidemment, il y a des équipes dans chacune des activités du business unit. Mais j'ai une collaboratrice à mes côtés qui travaille sur la DPEF et il est probable qu'on va étoffer dans les mois qui viennent ces ressources-là et probablement de manière très connectée avec l'équipe de Arnaud. Alors, je ne sais pas s'il est là, Arnaud, mais je pense qu'il y a quelqu'un de son équipe, donc l'équipe finance, parce qu'on voit bien que sur tous ces sujets, il y a vraiment besoin d'une coopération très, très forte entre nos deux services. Donc, voilà ce que j'avais à partager. Merci beaucoup, Bénédicte, et merci pour la mise en bouche sur NZI. Ça donne envie d'en savoir plus. Et du coup, on peut peut-être… Alors, il y avait des mains levées à certains moments. Eric, je te passe la parole pour les questions-réponses. Eric, es-tu là ? Oui. Je réactive mon micro. Alors, au-delà de l'empreinte carbone, quid des autres indicateurs, émissions d'acide, d'acidifiants de type soufre, idem pour la biodiversité et les milieux naturels. Donc, chez Decat ou Norauto ou Mobivia, est-ce que au-delà du carbone, il y a en place aujourd'hui dans la partie planète suivi d'autres indicateurs que le CO2, notamment tout ce qui va être soufre ou nos biodiversités?
c'est une très bonne question. Je vais répondre pour Decathlon. Aujourd'hui, nous n'avons pas le même niveau de maturité. Donc, en fait, nous avons des équipes qui sont en train de travailler là-dessus, qui défrichent en fait quels sont les grands impacts pour Decathlon, qui dit quels sont les enjeux pour qu'on peut aussi prioriser avant de le rendre en fait en termes d'action et l'animation plus fort que le climat. Sachant que le climat, c'est aussi une partie de la biodiversité, c'est une des grandes pressions. Mais j'espère que dans 2 ans, ça c'est quelque chose qu'on arrive d'avoir plus de maturité et plus de finesse pour qu'on est capable. Donc, c'est une roadmap. On n'est pas au même stade de la roadmap pour le climat, pour le reste de la biodiversité. Mais voilà, ça va arriver. Donc, nous avons des équipes qui travaillent dans l'impact de l'eau, l'impact de plastique dans les océans, etc. Et c'est le type de KPI qu'on va finalement intégrer, mais pas tout de suite comme ça, juste parce que nous n'avons pas tous les chiffres. Et une double question pour toi, Bénédicte. La première, avez-vous défini une valeur pour la tonne de CO2? Et la deuxième, est-ce que le moins 30, c'est de l'intensité ou c'est de la valeur absolue? Alors, ce sont 2 excellentes questions parce que ce sont précisément deux questions et 2 points qu'on a évoqués jeudi dernier en comité développement durable. Donc, sur la valeur pour la tonne CO2, pour le moment, on a juste regardé un petit peu, on a fait un benchmark rapide sur le marché. Et dans les échanges qu'on a eus la semaine dernière, on avait fait des premières estimations sur la base de 40 € la tonne. Mais voilà, quand je vois la démarche menée par Decathlon, ça m'intéresse vraiment de creuser. Et je pense qu'il faut voilà, c'est un chantier qu'on doit embarquer, qu'on doit affiner. Et avec en effet cette trajectoire, parce que ce qu'on évoquait, moi j'avais en tête en effet 40-50 € la tonne, mais surtout la projection 2030 où on parle plutôt d'une centaine d'euros. Donc voilà, je suis très très intéressée par tous ceux qui veulent travailler sur ce sujet parce que voilà, ça va faire partie de nos priorités dans les mois qui viennent. Et donc sur la deuxième question, alors là aussi en fait j'allais dire de manière peut-être un peu idéaliste, on était parti sur un moins 30, non pas en intensité, mais moins 30 en global. Et pas plus tard qu'hier, j'ai eu des discussions avec l'un des leaders de nos grosses activités qui me disait qu'il avait commencé à vraiment à regarder en détail quels étaient tous les leviers qu'il allait pouvoir activer pour pouvoir voilà, avancer dans le cadre de cette trajectoire. Et il me dit, mais sincèrement, je ne vois pas comment je vais y arriver parce que, alors notamment, en fait, je parle de l'activité qui est chez nous beaucoup sur l'économie circulaire, avec un développement important sur la vente de pneus de réemploi, la vente de batteries régénérées. Peut-être que certains d'entre vous ont vu dans l'actualité du mois de juin, on a fait l'acquisition d'une partie de l'usine Bridgestone de Béthune pour en faire un site de production de pneus de réemploi. Et donc c'est une activité qui va en fait se développer beaucoup autour de ça. Et donc, lui me disait, mais je ne vois pas comment je peux tenir les moins 30%. Et donc, en discutant, et c'est plus je creuse la question, et plus je me dis que ça fait beaucoup plus sens qu'on reste sur, en effet, les moins 30 en raisonnant en intensité. D'autant plus que concernant l'automobile, on est quand même sur des produits contraintes. Et si un client achète un pneu de réemploi, ça veut dire qu'il ne va pas acheter un pneu neuf. Donc, on n'est pas sur de la surconsommation quelque part. On est sur, si on se développe, on est vraiment sur de la prise de part de marché. Donc dans les réflexions récentes, je pense qu'on va vraiment évoluer sur un moins 30 en intensité et non pas au total. Parce que, voilà, comme aujourd'hui, on est quand même dans des perspectives de croissance. Je pense qu'on risque d'être décalé si on ne raisonne pas en intensité. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, Stéphane.
Et Oui, peut-être si, juste il y a une question juste de un dernier Stéphane. point sur les NOx, puisque la question était posée. Juste pour vous dire que concernant donc Mobilia, alors évidemment, le sujet des NOx se pose beaucoup dans la mobilité, hein, avec tout ce qui est diesel, etc. Et nous, dans le cadre du chantier qu'on a lancé sur le chiffre d'affaires à impact positif, donc on a lancé tout un chantier de manière à être le plus robuste possible et les plus incontestables possible dès lors qu'on décide d'intégrer un produit dans le périmètre du chiffre d'affaires à impact positif. Donc, on a construit avec NeoEco et Esper, avec 2 cabinets, une matrice pour mesurer vraiment l'impact de nos produits et du fait de dire on met ce produit-là dans nos impacts positifs ou pas. Et donc, dans le cadre de ces matrices, on a intégré un des critères sur le niveau de NOx et puis tout ce qui est polluant. Et également dans le sens, ce produit, par exemple, on a des additifs, par exemple, hein, chez nous, il y a des additifs qui permettent de réduire très sensiblement le niveau de NOx pour les véhicules. Donc, typiquement, c'est un critère qu'on a intégré dans l'évaluation de nos produits, à la fois sur le niveau d'émission des produits, mais surtout sur le niveau d'évitement que permet le produit ou le service. Eric, tu as d'autres questions qui sont remontées dans le chat? Alors, j'ai vu Stéphane qui voulait réagir. Stéphane? Non, mais Bénédicte a parfaitement répondu à la question. C'est le sujet des réductions en valeur absolue ou en intensité, c'est au cœur de toutes nos préoccupations parce que comme en plus de ça, on est tous dans des entreprises pour la plupart d'entre nous pour lesquelles on cherche à continuer à croître en chiffre d'affaires, à ouvrir des magasins, à augmenter notre business à surface comparable. Quand on dit par exemple moins 30 en valeur absolue, par exemple, pour une entreprise qui aurait retenu ce chiffre-là, si pendant ce temps-là, elle continue à vouloir augmenter son chiffre d'affaires à toute surface, ne serait-ce que de 6% par an, en 10 ans, c'est doubler son chiffre. Donc, c'est-à-dire que quand tu fais moins 30 et que tu prévois de faire plus 10 à toute surface tous les ans pendant 10 ans, en fait, c'est comme si tu fais moins 60. Vous suivez le calcul, vous avez suivi. Donc, c'est particulièrement ambitieux, mais je comprends que si on se place d'un point de vue purement planète, ce qui serait bien, c'est qu'on réduise tous nos émissions en valeur absolue. Donc, c'est un vrai sujet qui nous challenge. Et je sais que le SBTI autorise, comme l'a très bien expliqué Cathy, la possibilité pour des entreprises de finalement ne pas baisser. En fait, le SBTI, si ma mémoire est bonne, ce qu'il autorise, c'est un maintien, mais pas une augmentation. C'est-à-dire qu'il accepte l'idée qu'on maintienne nos valeurs d'émissions de CO2 en valeur absolue et qu'on les baisse en intensité. Par contre, il n'accepte pas des scénarios dans lesquels on augmenterait notre valeur absolue. C'est en tout cas ce que j'ai compris. Je vois que Cathy, elle opine de la tête, donc c'est que je ne me suis pas trompé. Donc voilà, et après le sujet, mais ça c'est Cathy, c'est Anne-Céline qui pourra sûrement, je pense, y réfléchir ou l'animer. Est-ce que ça n'aurait pas du sens que l'ensemble des boîtes de la FM, à un moment ou à un autre, le CO2, je veux dire, c'est le même partout, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas le CO2 de Noroto, le CO2 d'Auchan, le CO2 de Decathlon. Donc il me semble qu'il ne serait pas idiot, à un moment ou à un autre, qu'au niveau d'Actenfact ou au niveau de la FM, on se dise, allez les gars, de toute façon, les euros, ils sont les mêmes partout. Donc, quand on parle de compte d'exploitation, on parle des mêmes euros. Il n'y a pas l'euro de Decathlon, l'euro de Noroto, l'euro de Boulanger. Et il faut faire pareil pour le CO2. Il faudrait se mettre d'accord sur une valeur, me semble-t-il. Alors, tu viens de lancer un grand débat. Je le reformule un petit peu pour ceux qui n'auraient peut-être pas tout suivi. Y a-t-il, à votre avis, un intérêt ou pas pour que, entre nous, enseignes, entreprises de la FM, on travaille pour aller vers un prix qui soit commun au CO2? C'est ça, hein? Un prix et une ambition du coup de réduction, c'est ça? Oui, ce que j'allais dire, moi je rebondis sur ce que tu dis, Anne-Céline. Je me dis, Eric, c'est Camille. Je pense que ça, déjà de se dire quelle est l'ambition, peut-être déjà, non? Aussi, et. Alors, sachant que tous les présidents de nos entreprises ont été missionnés il y a 2 ans sur un alignement de la stratégie de chacune des entreprises sur les accords de Paris, ce qui signifie au moins 40% en 2030. Et j'avais hier une personne qui m'informait que la nouvelle réglementation européenne, et visiblement ça a été confirmé dans la loi climat, nous amène plutôt à moins 50 et quelques pourcents en 2030. Moins 55. Voilà. Donc déjà, on a cette ambition-là.
Après, je pense que ça fait sens, juste selon mon avis, et c'est mon avis personnel, je pense que ça fait sens quand même pour éviter en fait le perte d'efficacité que chaque entreprise fait le même recherche que nous sommes tous en train de faire pour essayer de défricher le sujet, mieux comprendre le prix de carbone. Ça fait sens en fait juste pour donner un éclairage là-dessus et pourquoi pas avoir le même prix. Mais en fait, ça ne va pas changer tout. D'avoir un prix, ça va juste se faire rendre compte en fait de combien que ça va avoir un impact sur l'évaluation de boîte si un prix de carbone tombe aujourd'hui. Ce qui est aussi intéressant, et il faut qu'on avance aussi chez Decathlon, c'est déterminer un type de prix de carbone selon les différentes actions. Parce que comme nous avons fait les chiffrages économiques de nos actions de réduction en interne, on sait aussi que remplacer par exemple le polyester avec le polyester durable, ça coûte autant d'euros qui peut transformer en prix de carbone parce qu'on peut juste diviser en fait par le nombre de CO2 qu'on va éviter. Ça donne un prix environ 113 euros par tonne. Mais si on regarde des autres actions qui sont moins chères, mais plus, mieux pour l'environnement aussi, peut-être le prix n'est pas le même. Donc, en fait, éventuellement, je pense que si c'est vraiment décisionnel, si c'est le shadow price, la façon dans laquelle je vois les choses, il faut avoir un shadow price pour chaque type d'action pour qu'on peut prendre les bonnes décisions. Parce que si on applique un prix de 50 tonnes de l'euro que pour la partie polyester, si on prend les décisions rationnelles, on ne va pas faire le switch parce que c'est plus cher que le prix déterminé en interne. Mais on sait qu'on doit le faire. Donc, en fait, comment en fait déterminer le bon prix pour chacune de ces actions pour qu'on est vraiment décisionnaire dans le retour en investissement, mais aussi utiliser un prix qui est peut-être plutôt plus, moyennisé, comme celui que nous avons utilisé chez Decathlon, le 50 tonnes, pour créer le fund et pour se rendre compte de notre impact plus macro, plus global. Donc, oui, pourquoi pas, pour créer le fund, pour se rendre compte. Mais je pense que chacun, ils doivent aussi bien chiffrer l'impact de leurs actions de réduction et trouver un vrai prix pour être décisionnaire là-dessus. C'est juste la façon dans laquelle je vois les choses. Et alors, du coup, Katie, il y avait aussi une question qui remontait pas mal, qui était autour de, en valeur absolue, ça donne quoi en 2026 en émissions de carbone? En termes de, pour notre SBT, c'est absolument comme, pardon. Anne-Céline, tu veux en euros ou tu veux en CO2? Pardon, excuse-moi, je croyais que mon micro était activé. Non, en CO2, en tonnes en CO2 en 2026, avec une réduction de moins 53%. En fait, on est presque égal de là où on était en 2016. Mais en fait, le niveau de croissance, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Donc, en fait, et c'est ça le grand questionnement. Je pense que ça vaut la peine quand même de regarder là avec SBT. Mais c'est vrai que là, c'est un engagement pour 2026. Mais on sait que le vrai engagement pour aller vers la carbon neutrality, c'est plutôt en 2050. Donc, en fait, déjà, on prend cette responsabilité à dire, OK, on va le réduire, mais on sait qu'en émission de CO2 totale, on n'est pas mieux que là où on était, mais nous avons une augmentation de produits sur le marché, etc. Mais on sait qu'après 2026, nous avons besoin d'aussi être très exigeants avec nous-mêmes et aller encore chercher les projets. Et ça, soit c'est par la séquestration, soit aussi c'est encore trouver des autres business models et les autres façons de vendre nos produits pour assurer qu'on répondra à notre sens. Parce que je pense que le sport, c'est fondamental pour le bien-être des hommes et des femmes, bien sûr. Mais il faut qu'on arrive aussi de limiter notre impact là sur le capital naturel. Donc déjà, je pense qu'on pourrait être fier chez Decathlon d'avoir cet engagement. Est-ce que c'est assez? Non, il faut qu'on aille encore plus loin. Je peux passer la main à lui, si je peux, Oui. peut-être. Oui. Et Eric, tu prépares les questions suivantes? Vas-y, Louis. Louis, ton microphone. Ouais. Merci pour le micro. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je m'appelle Louis, moi je travaille comme ingénieur produit sur la marque de trekking de Decathlon, donc Forclaz, et j'anime le développement durable aussi pour ce sport-là. J'avais plus
un témoignage à faire sur les questions qu'on se pose en ce moment et peut-être apporter quelques éléments d'ordre de grandeur sur notamment les valeurs absolues et l'intensité. Nous, si on se porte bien d'un point de vue commerce, très bien même. On a bientôt un tiers de notre chiffre d'affaires qui est porté par des produits qui ont été travaillés en éco-conception. Mais si je regarde, et je le dis très froidement, la courbe de tonnage absolu, on a un différentiel de l'ordre de plus 40% entre 2019 et 2026. Je mets juste un bémol, c'est que je ne prends en compte que les efforts faits en éco-conception. Je n'y intègre pas ce qui est fait chez nos fournisseurs, etc., etc. Mais même, on a simulé des cas de figure où on rapatrierait de la production dans des pays bas carbone. Même si on fait ça, au bout d'un moment, on arrive à un plancher d'éco-conception, d'éco-production, et que quand on atteint ce plancher, on se fait rattraper par la croissance, notamment la croissance de quantité, qui aujourd'hui, le produit neuf, ça pèse 98% et demi à peu près du volume d'affaires de Decathlon. Eh bien, nos émissions repartent à la hausse, alors qu'on sait très bien que les accords de Paris nous demandent, à l'échelle planétaire, de les baisser de l'ordre de 7,6% par an entre 2020 et 2030, soit une division par 2 sur la période. Et donc, on voit bien que la trajectoire, elle va pas du tout dans le bon sens. Qu'on soit au rendez-vous en intensité ou pas, elle va pas dans le bon sens. Et si le climat se réchauffe, c'est bien parce que la concentration absolue dans l'atmosphère en CO2 augmente. Et là où c'est d'autant plus alertant, c'est que si on projette un monde qui se réchauffe à plus 4 degrés en 2100, eh bien l'ensemble de la bande équatoriale ne deviendra plus vivable. Or, pour les activités Decathlon, on a une immense majorité du chiffre d'affaires qui est réalisé dans des bassins de production qui ne sont plus vivables à cette échelle de temps-là. Donc ça veut dire que dans tous les cas de figure, il faut qu'on s'y adapte. Soit on ne veut pas aller vers un scénario à plus 4 degrés parce qu'on ne veut pas que les populations de cette bande équatoriale-là souffrent. Et donc, il faut réfléchir notamment à de la relocalisation dans les pays bas carbone. Soit on considère que ça va se passer et que donc il faut aussi rapatrier l'outil. Donc ça, c'est le premier témoignage. Et le deuxième, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Bénédicte là sur les émissions à éviter. Mais je trouve que sur la mobilité, c'est entre guillemets plus facile, je dis bien entre guillemets, parce que le dénominateur commun finalement, c'est le kilomètre. C'est le kilomètre parcouru en ville, surtout sur le transport. Et donc effectivement, quand on prend des parts de marché sur l'automobile avec des vélos, eh bien, on a des émissions à éviter qui sont, c'est exactement ce qu'il faut faire. Sur le marché du sport, c'est vachement moins évident parce que le dénominateur commun, quel est-il? Est-ce que c'est le marché, par exemple le marché du trek, ou est-ce que c'est le temps libre? Le kilomètre, c'est une unité de mesure comme le temps d'ailleurs. Et du coup, si c'est le temps libre, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on regarde le temps que les gens passent dans les centres commerciaux, le temps que les gens passent à regarder Netflix? Est-ce qu'on regarde le temps que les gens passent à éventuellement faire de la permaculture? Et à ce compte-là, est-ce qu'on a vraiment des émissions à éviter quand on les incite à faire du sport? La question n'est pas si simple à répondre. Et pour terminer, ce qu'on aimerait travailler du coup chez Forclaz, c'est de simuler, on va se faire accompagner par des cabinets type, on fait un bench en ce moment et on a fait un appel à projet avec Carbone 4, Utopie, Schneider Electric également et d'autres, sur ce que serait qu'un modèle économique soutenable pour le climat en valeur absolue, de voir où ça nous mènerait. On sait que c'est pas simple parce que ça touche après la corde sensible, y compris des sujets sociaux. Donc on n'est pas sûr d'avoir la réponse dans quelques mois, mais en tout cas on y travaille. Voilà ce que j'avais à vous partager. Merci. Merci beaucoup, Louis. Eric, tu nous partages les questions qui sont encore dans le module questions? Alors, nous n'avons pas de nouvelles questions écrites en temps. Il y en a plein qu'on n'a pas traitées. Hein. En fait, on a répondu à beaucoup qui tournaient autour des mêmes thèmes. Donc, si vous en avez encore une, vous pouvez lever la main. Alors moi, j'en ai plusieurs, il me semble qu'on n'a pas abordé. Certaines qui concernent le tout début de la presse de Katie, mais au tout début, Katie, tu mentionnais qu'il y avait 83% des produits qui étaient évalués.
Et je me suis demandé ce que ça voulait dire évaluer. Est-ce que ça veut dire qu'il y a une ACV derrière chaque produit? C'est quoi un produit évalué et un produit pas évalué en fait? Oui, c'est le système d'ACV en fait. Donc, je ne sais pas si c'est possible de revoir la présentation, mais si vous voulez, en fait, il y avait un schéma de mesure. En fait, c'est le pourcentage de produits qui sont bien évalués par les ingénieurs produits. Si tu viens, je crois que c'est le slide 8 là. Merci beaucoup. Tu peux mettre en lire, voilà. Donc, en fait, on voit là dans l'outil PACE, le design data. C'est là, en fait, pour savoir, en fait, combien de produits là, c'est un travail. Lui peut témoigner aussi. C'est le vrai tâche qu'il faut faire aussi pour faire ces mesures. Est-ce que les IP sont évalués les produits dans PACE pour que c'est capable de faire ce calcul donc l'impact. Et aujourd'hui, nous sommes à 88%. Mais oui, c'est fait avec le niveau d'ACV. Donc, en fait, on prend l'émission, c'est l'ACV qui est clé dans... C'est juste énorme. 83% des produits avec une ACV, c'est énorme. C'est grâce à des équipes. Hein. Oui, mais c'est un travail colossal. Ils font le travail, c'est nous qui juste fait les compilations. Alors après, moi j'avais une autre question qui était, donc ce que j'ai compris par rapport à votre Boost 3P, c'est qu'il y avait 3 feuilles, une sur le people, une sur le planet, une sur le profit. Est-ce que les opérationnels, qui sont donc animés avec ces 3 feuilles, sont animés au fond avec la même intensité sur les 3 sujets? Est-ce que ça impacte la reconnaissance qu'ils peuvent percevoir dans l'entreprise de la même façon? Oui, déjà, en fait, quand on présente, là, on parle plutôt de la dynamique managériale non rémunérée, mais déjà, en fait, de savoir qui ont une bonne performance, qui est le leader performant, on peut dire. Déjà, c'est la même reconnaissance, donc on essaie de donner le même ton quand on parle de Scorecard People Planet Profit. Déjà, ça, c'est important parce que je pense que chez Decathlon, on travaille beaucoup aussi sur le sens et la compétitivité d'être performant dans nos rôles. Et aussi, forcément, on est quand même les employés. On travaille chez Decathlon et nous sommes rémunérés pour mettre en place les stratégies et d'être performants sur les stratégies de la boîte. Donc, si on parle d'un système de rémunération, il y a quelques années, ce n'était pas le cas, mais c'est quand même une des stratégies très importantes, même si je pense que ce n'est pas que ça qui va faire agir. Au moins, c'est au niveau de culturel. Si on se rémunérait que par les stratégies économiques, est-ce que ça veut dire que les autres sont importants? Je pense que ce n'est pas parce qu'on met une prime dessus que les gens vont agir que pour ça, mais c'est quand même culturellement important dans la performance de la boîte. Et aujourd'hui, je peux estimer que nous sommes plutôt 20% de nos employés mondiaux qui ont un niveau de leur rémunération variable qui sont indexés avec un KPI sur la planète. 20%, c'est déjà pas mal parce que si on parle aussi de nos équipes de conception, qui sont quand même très acteurs parce que les équipes de conception sont responsables aussi pour donner le produit dans l'offre mondiale. Maintenant, en fait, ces équipes en service, en finance, conception, etc., ils sont tous maintenant une notion de variable avec le produit éco-conçu. C'est brand new, c'est presque tout que maintenant que ça se déploie. Et j'espère qu'on va mettre encore plus de ressources pour assurer que ce niveau de performance est pris culturellement si important que la planète. Je ne pense pas que c'est que la rémunération qui va jouer là-dessus, mais nous sommes assez inventifs chez Decathlon, donc on va trouver les autres idées aussi. Alors, dans le même sens, Cathy, tu as une question bonus. Et c'est la dernière. Oui, très importante celle-là. Serait-il pas utile à Decathlon de faire connaître ses actions au grand public et donc à ses clients? Serait-il important de partager nos actions avec les clients et avec le grand public? Oui. Bien sûr. Vous le faites déjà ou c'est prévu tout cet engagement planète, tous ces changements? Est-ce que c'est communiqué déjà au grand public? On peut déjà trouver en fait dans notre DPF. Nous avons aussi dans nos sites internet, etc.
Ce que nous sommes en train de faire, et c'est aussi assez nouveau, c'est de mettre, en fait, d'aller encore plus loin avec l'affichage environnemental de nos produits. Avant, en fait, nous avons mis l'ABCDE. Maintenant, en fait, nous allons commencer à mettre l'impact CO2 de nos produits dans les étiquetages. Donc, online et aussi dans le magasin. D'accord. C'est une question de Rémi, donc je parle pour lui là, mais je pense que derrière sa question, il y a, est-ce que au-delà d'afficher les scores techniques, est-ce qu'il y aura une campagne de communication? Est-ce que ça va être un axe de communication volontariste de l'entreprise? Oui, bah, je pense que c'est fondamental aussi qu'on partage en fait nos convictions et nos engagements avec le client. Et il faut aussi faire attention avec la notion de greenwashing. Eric, c'est Rémi, comme tu as pu le lire, en fait, ma question faisait référence à une publication qui certes commence à dater, c'est novembre 2020, Le Point, qui a fait un classement des entreprises les plus responsables de France. On y cite certes Decathlon, mais à la 150e ou 154e, je ne sais plus, place, tandis qu'on trouve en tête des entreprises assez surprenantes, notamment au-delà de Schneider Electric, Air France, KLM. Et donc, je pense effectivement que c'est un sujet de communication. Et Katie, j'ai entendu que tu parlais du risque d'être taxé de greenwashing. Côté ActionFact, on a dans les tuyaux là, d'avoir un webinaire sur ce sujet-là. Comment communiquer, mettre en avant nos démarches de durabilité qui contribuent à sensibiliser aussi les clients, tout en passant le plus possible entre les mailles de la taxation greenwashing. Voilà. C'est un vrai sujet, c'est très compliqué de communiquer en fait sur ce sujet. Alors, on arrive dans les dernières minutes du webinaire et donc ce qu'on voulait vous soumettre là maintenant, c'est ce petit questionnaire qui est vraiment nécessaire pour nous. Normalement, vous pouvez tous scanner et on peut vous mettre dans le chat le lien. Tu peux comme mettre le lien dans le chat du formulaire. Merci d'avance pour vos réponses, ça va nous aider pour la suite. Et ce sera aussi l'occasion pour vous de positionner vos adresses mail si vous souhaitez être tenu informé des prochaines dates pour le prix interne carbone et le webinaire Net Zero Initiative. Je laisse le QR code encore quelques instants à l'écran. S'il y a encore une ou deux réactions que vous souhaitez faire à l'oral, on est en moins gros comité, donc c'est possible aussi maintenant. C'est bon, c'est dans le chat? Ouais, c'est dans le chat. Super. Voilà. Si vous avez si l'un d'entre vous a envie de prendre la parole ou de partager une réaction, c'est possible maintenant. Et sinon, on vous souhaite une belle journée. On a tenu le timing avec un partage riche. Bonjour à tous. J'avais une question. Moi, je suis assez nouveau dans cet environnement professionnel et entreprise de la question du carbone. Je me demandais, en écoutant tout ça, est-ce qu'il y aurait un moyen, est-ce que ce serait envisageable, forcément pas maintenant, mais à terme, d'avoir vraiment un budget carbone où on ne dit pas il faut réduire ou il faut essayer de faire moins carboné qu'avant, mais de dire plutôt tel service, vous avez ce budget-là carbone et vous avez ce budget monétaire, financier, et vous devez vous débrouiller pour rester dans ce budget-là et du coup essayer de ne pas fixer au niveau stratégique des entreprises un objectif de diminution tant bien que mal des émissions carbone, mais plutôt définir un budget et se dire que voilà, on peut pas le dépasser. Donc il faudra faire avec. C'est assez drastique. J'imagine bien que vous devez penser que c'est assez naïf de la part du jeune homme que je suis. Mais est-ce que cette question, vous pensez que c'est envisageable? Est-ce qu'il y a des entreprises déjà chez qui ça pourrait être
mis en place à court ou à moyen long terme? Voilà, merci. Alors, Anne-Céline, Cathy, je vous laisse donner votre feedback. Ce que tu dis comme ça peut se faire en budget carbone, pas en budget euro. Et en fait, ça rejoint ce qu'expliquait Cathy au début avec notamment les Science-Based Targets. Parce que la neutralité signifie un certain nombre de choses. On a parlé des baisses en intensité et ce que tu évoques, c'est des baisses en valeur absolue. Et après, le coût carbone, il y a tout un nombre de méthodologies pour calculer ça par rapport aux normes de CO2, de tonnes, qui, eux, sont des vrais budgets, hein, des budgets CO2, à pas dépasser si l'on veut atteindre la neutralité carbone. Donc, oui, c'est possible, mais c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, il y a tout un process et des méthodologies à suivre. Merci pour les questions. J'aime bien la question pour moi d'Antoine. Je pense que c'est très pragmatique de réfléchir comme ça. J'explique pourquoi en fait nous avons décidé de faire un peu différent chez Decathlon. C'est parce qu'en fait au début nous avons donné plutôt cette cible très grande pour Decathlon pour dire ok on voudrait réduire nos émissions par X pourcentage. Sauf qu'en fait c'était compliqué de mettre en mouvement chacun là-dessus sans être un peu plus dirigeante. Donc, c'est facile à dire peut-être pour la plus petite entreprise, OK, du bruit vu. Mais en fait, avec une grande entreprise, la taille de Decathlon, il y a beaucoup d'interactions entre les différents business units, etc. Donc, imaginez-toi le scénario qu'un sport décide en fait qu'ils vont vraiment réduire ses émissions par rapport, OK, ils vont vendre un type de produit, comment dire, en location. Mais que le retail, il n'a aucune envie en fait de le faire comme ça. Il faut avoir en fait cette notion de coopération et de travail ensemble. Donc en fait, vu que la taille de Decathlon, le fait que nous sommes déjà dans 66 pays de distribution en retail, il y a plus que 80 sports et je ne sais pas même combien de DPP, je crois que c'est 49, quelque chose comme ça. Nous avons besoin quand même d'une stratégie qui fait sens pour tout le monde. Donc nous avons décidé de découper en action. Et ce n'est pas toujours bien vécu parce que c'est difficile d'expliquer pourquoi un action, c'est plus important qu'un autre. Mais en fait, on essaie de faire comme ça pour donner une stratégie, donner une croix. Le comment, c'est clair que c'est important de trouver leur propre méthodologie en local pour le faire. Mais en fait, juste donner un budget de carbone, les gens ne savent pas finalement comment agir et agir ensemble avec. Oui, bien sûr. Okay. Merci beaucoup pour ta réponse. Et merci Eric aussi. Une dernière remarque, question. Sinon, nous allons pouvoir clôturer ce webinaire. Merci bien à tous. J'espère qu'on avait bien répondu à toutes les questions. Sinon, vous avez nos noms. Je pense qu'Anne-Céline, on va partager le replay et le support. Que vous pourrez partager aussi à vos collègues s'il y a des personnes qui étaient absentes. N'hésitez pas. Merci à tous. Je suis désolé, j'avais un truc à dire. Vas-y, Louis. La question de com et la réponse de Katie. Et sur les synergies qu'on pourrait trouver entre boîtes de l'AFM, j'arrive à être synthétique parce qu'on a débordé. Sur l'histoire du budget carbone, nous, c'est ce qu'on a commencé à regarder ça. C'est-à-dire, on s'est mis dans le prisme accord de Paris, moins 7,6% par an d'émissions de CO2 en absolu. Comment se comporte notre trajectoire CO2 par rapport à ça? En 2020, avec le contexte sanitaire, on avait du crédit carbone. En 2021, on est à l'équilibre par rapport à notre budget. Par contre, dès 2022, on est à crédit. On émet beaucoup plus de CO2 que ce qu'on pourrait. On a commencé du coup à s'interroger sur comment je génère plus d'euros par tonne de CO2 émise. Donc on commence à regarder ce qu'on appelle la marge sur CO2. Et ce que ça nous fait penser, c'est que parfois en musclant des cœurs de gamme ou des tables de gamme, qui pour la plupart du temps n'ont pas une grosse différence d'intensité carbone à produit équivalent entre un entrée de gamme et un top de gamme, et bien on génère plus d'euros. Donc pour l'actionnaire, ça peut être gagnant. On a poussé ça reste que de la théorie, pour l'instant il n'y a strictement rien de validé par qui que ce soit. On s'est dit que si on fait ça et qu'on veut être aligné avec les accords de Paris, à un moment donné, il faudra baisser les volumes
de quantité produite, parce que ce qui est aimé beaucoup chez Decathlon, c'est les quantités fabriquées. Donc, il faudra baisser les volumes. Sauf que si je baisse les volumes de quantité fabriquée et que je n'ai pas de complément pour combler le trou dans la raquette, ben, je vais faire des consommateurs pas contents, des retailers pas contents, parce que ça veut dire qu'ils ont ils ont des broches vides en magasin, et ça, c'est pas acceptable pour eux. Et donc, ce qui peut se passer, c'est des émissions, enfin, c'est des effets rebonds, ça veut dire que le retail pourrait très bien aller acheter si je prends l'exemple des bâtons de randonnée, acheter des bâtons à d'autres qu'à nous. Donc, ça ne résout pas ni l'équation économique, ni l'équation environnementale, puisque du coup, le CO2 est juste déporté. Et du coup, j'en viens à la problématique des synergies. Ce que ça veut dire, c'est que tant qu'il n'y a pas de cadre législatif qui met tout le monde au même niveau, eh bien, ça ne marche pas. Parce qu'il y a toujours une opportunité d'aller chercher de la quantité, du volume et donc du CO2 ailleurs. Et tant qu'il n'y a pas de cadre législatif, c'est ce qu'a conclu, il y a un collectif sur le textile qui s'appelle En mode climat, vous le savez peut-être, qui a été lancé à l'initiative d'une entreprise qui s'appelle Loom, et du coup qui a interpellé nos dirigeants sur la nécessité absolue de réguler par le légal la croissance. Et tant que ça ne s'est pas fait, ça ne marchera pas. Et donc je me dis qu'il y a peut-être, la FM, c'est je ne sais pas combien de centaines de milliers de salariés, combien de centaines de milliards, enfin peut-être centaines de milliards, mais beaucoup de milliards de chiffres d'affaires. Et il y a un poids, et je pense que quand la FM prend la parole auprès des décideurs politiques, eh bien, on peut avoir une influence assez évidente.